Vous changez d'outil depuis des années, il n'y a rien qui marche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est lié à votre rapport au temps. Votre rapport au temps, c'est la chose la plus importante à comprendre lorsqu'on veut s'améliorer dans la gestion de son temps et dans l'organisation. Si on ne connaît pas le rapport qu'on a au temps, si on ne sait pas comment on utilise notre temps, mais quand je dis comment on l'utilise, c'est vraiment, littéralement, regarder, le traquer pour comprendre comment on l'utilise. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des changements qui durent. Et je vous donne ici 3 tips dans ce podcast pour reprendre le contrôle de votre temps. Juste avant, pensez à vous abonner, pensez à noter le podcast. Ça aide énormément dans les algorithmes des podcasts. À chaque fois que quelqu'un nous met une note 5 étoiles, on progresse dans le classement. À chaque fois que quelqu'un s'abonne, c'est exactement la même chose. Ce serait vraiment sympa de votre part de penser à le faire. Ça vous prend 10 secondes. Et puis après, je ne vous embête plus avec ça. Allez, c'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour un nouvel épisode d'OBT. Et aujourd'hui, on va parler de votre rapport au temps. Parce que votre rapport au temps, c'est ce qui va déterminer l'utilisation que vous en faites. Et pour ça, on va explorer les drivers inconscients. J'en ai déjà parlé des 5 drivers. C'est pas ce qu'on va aujourd'hui approfondir le plus parce que j'ai fait plein d'épisodes à ce sujet. On va également voir la perception du temps que vous avez avec ce qu'on appelle les théories des perspectives temporelles. Et on verra aussi comment traquer vos semaines pour trouver les goulots d'étranglement. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un changement qui dure dans les actions que vous allez faire. Parce que très souvent, je vois, il y en a, ils changent d'outil depuis des années, il n'y a rien qui change. Il y a une scène, je pense que beaucoup de gens connaissent sans quelque part l'avoir nommée. C'est-à-dire que vous allez découvrir une nouvelle organisation, peu importe laquelle c'est, ou simplement même une application, hein, dont quelqu'un vous a parlé dans un podcast ou a essayé, etc. Et vous allez ressentir du coup une sorte d'excitation à essayer ça. Et vous dites, ok, cette fois, je suis sûr que c'est la bonne. Et en fait, en vrai, vous allez passer quelques heures à tout configurer, à migrer les tâches, à paramétrer les vues. Et pendant 1 ou 2 semaines, ça marche plutôt bien. Vous vous sentez plutôt organisé, en contrôle, efficace. Puis en fait, progressivement, qu'est-ce qui se passe? Le souffle, il retombe. Parce que vous revenez à vos anciens réflexes. Les tâches, elles s'accumulent, les to-do list ne sont pas finies, c'est fait n'importe comment. Et l'application que vous utilisez, par exemple, vous n'allez plus l'utiliser. Et quelques mois plus tard, en fait, vous allez vous retrouver dans le même état qu'avant. À écouter un autre podcast, à regarder une autre vidéo sur la productivité et qui va vous dire non, mais c'est normal, il faut faire ça, nouveau machin, le nanana. En vrai, c'est pas un manque de discipline, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé le bon outil. C'est pas tant le bon outil, et tous les outils sont bons en vrai, c'est plutôt vous avez sauté une étape. Une étape que personne ne mentionne parce que forcément elle est moins sexy qu'une nouvelle application, elle est moins sexy qu'une nouvelle méthode appliquée en 2, 3, 4, 5 étapes. Parce que cette étape, c'est de comprendre votre relation au temps avant de chercher à la modifier. Et c'est justement ça, nous, qu'on fait dans ce que j'appelle le system timer, dans l'accompagnement system timer, c'est qu'on vous accompagne à comprendre comment vous êtes, pourquoi vous avez cette relation au temps, on traque la semaine, et ensuite on met des choses en place. Ensuite on fait des diagnostic. Sinon, ça ne sert à rien. Les outils seuls ne changent rien. Imaginez que vous consultez un médecin, vous avez, je ne sais pas moi, une douleur régulière qui est au dos, par exemple, et au lieu de vous examiner, de vous interroger sur vos habitudes, de chercher la cause, ils vont prescrire directement des antidouleurs. Ok, le médecin vous dit ouais, c'est bon, et ils vont vous faire renvoyer chez vous. Alors évidemment, vous allez vous sentir mieux quelques jours, puis la douleur elle va revenir parce que la cause quelque part n'a pas été traitée. Ok ? Et c'est exactement ce qu'on fait avec la gestion du temps. C'est pourquoi c'est important de connaître quel est votre rapport au temps. Parce que si je vous dis, faites le Pomodoro, faites le time blocking, puis faites la to-do list comme ça, puis faites ci, et puis machin, si vous ne connaissez pas votre rapport au temps, ça ne fonctionnera pas. Parce que à un moment donné, ça va devenir une contrainte. Et il ne faut pas que ce soit une contrainte. Surtout pas, si vous voulez que les changements durent, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et pourtant, on peut utiliser
tous les outils que je viens de vous citer ici, mais à votre façon et adapté à la réalité de la vie. Et je le dirai jamais assez, un célibataire de 22 ans n'a pas la même vie qu'une maman de 40 ans avec 2 enfants, ou qu'un papa à 40 ans, 2 enfants, ou qu'un couple, etc., avec des enfants divorcés, ou des gens qui travaillent chez eux, ou pas chez eux, ou de nuit, machin, etc. Donc, on ne peut pas avoir un système unique à calquer. Il faut absolument que ça s'adapte à votre vie, à votre réalité de vie. C'est ça qui est important à comprendre. Mais pour ça, il faut comprendre comment vous fonctionnez, vous. OK? Donc, prendre un outil, une méthode, un système, on va traiter les symptômes. OK? Donc, ça peut être le sentiment d'être débordé, le manquer de temps, de ne pas avancer, etc. Mais on ne touche pas à la cause. Et la cause, quelque part, elle est presque toujours dans notre relation au temps elle-même. Elle est dans les croyances, dans les habitudes, dans les schémas inconscients qui vont structurer toute notre façon de vivre nos journées et notre vie dans l'ensemble. Et d'ailleurs, c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». C'est pas quelque part un conseil de développement personnel, mais c'est un préalable à toute forme de changement durable. Et dernière chose, il faut que vous ayez l'état d'esprit pour pouvoir changer. Il faut que vous ayez envie de changer et pas que vous dites « Oh, encore un autre truc, machin, j'ai pas envie, nanana ». Ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas envie de changer, mais réellement envie de changer, ça ne marchera pas. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que on pense savoir comment on fonctionne. On pense savoir où passe notre temps. Mais quand on confronte en fait ces perceptions-là à des données qui sont réelles, à des faits, c'est pour ça que c'est important de traquer le temps, et ben l'écart est systématiquement important. Et parfois, il est même assez spectaculaire. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est simplement une question, ce que j'appelle moi, d'angle mort. On vit de l'intérieur, et l'intérieur n'offre pas toujours la meilleure vue. Alors, qu'est-ce que j'appelle, moi, la relation au temps? Qu'est-ce que c'est vraiment? La relation au temps, c'est l'ensemble des croyances, des émotions, des comportements automatiques et des schémas inconscients qui déterminent comment vous vivez au quotidien. Est-ce que vous vivez le temps comme une ressource à optimiser ou comme quelque chose qui vous échappe? Est-ce que vous avez tendance à surestimer ce que vous pouvez faire en une journée? Est-ce que vous fuyez certaines tâches systématiquement? Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous ne faites rien? Est-ce que vous confondez agitation et progression? Etc., etc., etc. Alors tout ça, évidemment, c'est des questions qui semblent peut-être un peu débiles, mais leur réponse, ça va déterminer pas mal de choses. Elles vont déterminer pourquoi vous allez procrastiner sur certaines choses et pas d'autres. Pourquoi vous dites oui quand vous voudrez dire non. Pourquoi vous arrivez en fin de journée épuisé sans avoir avancé sur ce qui compte, pardon. Et pourquoi le même problème revient. Peu importe l'outil que vous allez utiliser. Et en fait, ça, très souvent, ça vient des drivers. C'est le premier tip que je vais vous donner. Explorer les drivers inconscients avec les 5 drivers. Ok, de Taibbi Keller. Repris aussi en analyse transactionnelle. Ce qui est important de comprendre. Je vais rapidement repasser dessus. J'en ai fait plusieurs épisodes. J'en parle très très régulièrement des 5 drivers. Et d'ailleurs, je vous mets un test. Vous avez la possibilité de faire un test des drivers. Je vous le mettrai en lien dans l'épisode. Et si vous allez sur obt-gestiondutemps.com, il est sur le cahier de la gestion du temps. Bref, vous pouvez le trouver assez facilement sur notre site. Et vous allez pouvoir avoir enfin votre tendance, votre driver tendance. Et pour moi, c'est l'une des grilles les plus utiles que je connaisse pour comprendre sa relation au temps, notamment, mais aussi dans tout. Et ça vient, donc, ce process psychologique du psychologue américain Taibbi Keller dans les années 70. Et il a accepté donc ces fameux drivers, ou ces pilotes clandestins, ou ces moteurs, peu importe comment vous les appelez. En fait, c'est des injonctions internes qu'on a apprises pendant l'enfance qui gouvernent notre comportement et de façon, on va dire, automatique. Et souvent sans qu'on s'en rende compte, on a été vraiment conditionné pour ça. Donc il en existe 5, je vous les redis très rapidement. Il y a le soi parfait. Le soi parfait, ce qui domine chez lui, là, c'est qu'il a tendance toujours à surestimer le temps nécessaire pour bien faire les choses, à jamais considérer une tâche vraiment terminée, à procrastiner sur des projets importants parce que il a peur de mal les faire, parce que le mal faire, c'est paralysant. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps sur les détails
au détriment de l'avancement global. Ça, c'est le soi parfait. Il y a le fait plaisir. Le fait plaisir, c'est terrible parce que vous avez du mal à dire non. Vous acceptez des demandes qui ne correspondent pas à vos priorités. Vous construisez votre agenda en fonction des besoins des autres avant les vôtres. Et ça, c'est très compliqué. En gros, l'agenda des autres devient votre agenda. Et ça, c'est à bannir. Et à la fin de la journée, vous avez été utile à tout le monde, sauf sur vos propres projets. Ensuite, il y a le faire des efforts. Le processus, évidemment, là, ici, il compte plus que le résultat. Vous avez tendance à compliquer ce qui pourrait être simple, à valoriser le travail difficile pour lui-même, entre guillemets, et du coup, paradoxalement, à ne pas vous donner la permission de terminer la tâche trop facilement accomplie. Donc, il va falloir vous utiliser un système d'organisation complexe. Par exemple, vous prenez un Notion avec 50 000 automatisations, 50 000 trucs, machin, parce que vous avez l'impression que ça fait sérieux. Et ça, c'est terrible de faire des efforts parce que vous galérez à gérer votre temps. Ensuite, le soi fort, il vous permet simplement de pas montrer justement que vous êtes débordé, que vous êtes fatigué. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous comprenez, je suis fort. Vous surchargez votre agenda par conviction parce que vous pouvez tout gérer. Vous allez vous effondrer en silence quand tout ça c'est plus tenable. Et c'est pour ça qu'on voit aussi une explosion aussi de burn-out. Il y a beaucoup de soi fort pour ne pas montrer la faiblesse. Par exemple, une des injonctions chez les garçons, très souvent ça va être t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer, quoi. Ok, ça c'est une injonction du soi fort. C'est pas forcément dans la gestion du temps à proprement parler, mais c'est une injonction qui amène au soi fort. Et du coup, comme on a cette injonction-là, quand on va bosser, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux bosser 20 heures sur 24? Ouais, bien sûr. Évidemment, je suis fort. Et puis, si en plus c'est couplé au fait plaisir, j'ose pas dire non, etc., imaginez le bordel. Et ensuite, il y a le dernier driver, c'est le dépêche-toi. Vous allez vivre dans l'urgence permanente. Vous allez passer d'une tâche à une autre sans jamais vraiment les finir. Vous êtes stimulé quelque part par la pression, mais vous êtes épuisé sur le long terme et vous confondez du coup vitesse et efficacité. Et ça, c'est terrible. Et par exemple, je prends très souvent l'exemple de mon fils qui fait tout à l'arrache, tout au dernier moment. Quand il va prendre le bus pour l'école et tout, et ben, il y va en courant parce qu'il est à la bourre, parce qu'il fait tout au dernier moment, il repousse tout. Bon voilà, c'est très compliqué. Il commence sa journée, il est déjà dans le speed. Ok, et à la fin, oh, je suis fatigué, bah ouais. Donc la plupart des gens ont donc un ou deux drivers dominants. On les a tous, évidemment, et en plus, on peut les avoir en fonction de certaines tâches, ok, de certaines situations, de certains contextes. C'est pas figé automatiquement. Le dépêchant, on peut l'avoir sur des trucs qui nous tiennent très à cœur ou pas du tout. Ou l'inverse, le soi fort. On peut l'avoir dans différents contextes. Pour ces drivers-là, posez-vous cette question. Dans quelle situation est-ce que je me sens le plus mal à l'aise? Quand je rends quelque chose d'imparfait, quand je déçois quelqu'un, quand quelque chose me semble trop facile, quand je monte ma vulnérabilité, quand je vais trop lentement, etc. La réponse, elle pointe souvent directement vers le driver ici dominant. Ça, c'est le premier tip. Il faut vraiment connaître ces drivers. C'est hyper important d'en avoir conscience et le formaliser avec le test que je vous propose. Deuxième tips, interrogez votre perception du temps avec la théorie des perspectives temporelles. Alors là, vous allez dire, oh là, c'est quoi ce bazar? C'est simplement le psychologue Zimbardo. L'idée centrale, c'est que chaque personne a une orientation temporelle dominante, une façon habituelle de se situer dans le temps, qui du coup va influencer profondément ses décisions et ses comportements. Et donc, ça, j'en parle pas forcément dans ma formation System Timer, parce que c'est rajouté c'est en annexe, ok, vous pouvez l'avoir, mais c'est pas un des piliers fondamentaux à mettre en place, mais c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Il y a l'orientation passé négatif. Vous êtes marqué par les expériences négatives du passé et elles colorent la façon d'aborder le présent et le futur. Et donc la procrastination, par exemple, peut être liée à la peur de revivre un échec, etc. Vous avez l'orientation passé positive, c'est-à-dire que vous ancrez des bons souvenirs, vous valorisez la tradition et la continuité. Et là, donc, du coup, vous allez avoir tendance à résister au changement, même quand c'est nécessaire. Vous voyez le truc? Ensuite, il y a l'orientation présent hédoniste, c'est-à-dire que vous vivez l'instant, vous êtes sensible au plaisir immédiat, vous avez du mal à travailler pour les objectifs qui sont lointains. Par exemple, si on vous dit, il faut travailler, par exemple, j'ai ma fille, il faut travailler votre code, et elle commence en octobre, mais elle va le passer en juillet, pour elle, c'est super loin. Donc, la planification à long terme, c'est une lutte qui est constante, ok? L'orientation présent fataliste. Vous avez l'impression que le futur, il est hors de contrôle, que ça ne sert à rien de planifier, et donc vous allez subir votre agenda plutôt que le choisir. Et enfin, il y en a encore deux, vous avez l'orientation qui est future, donc vous êtes orienté vers les objectifs, vous planifiez facilement, mais vous pouvez manquer de présence
dans les moments actuels et sacrifier du coup le plaisir présent en fait à des récompenses futures qui n'arrivent jamais vraiment. Et ça, c'est notamment quand on est là, on réfléchit toujours à ce qui va se passer, etc. On n'est jamais dans le moment présent. Et enfin, vous avez l'orientation futur transcendant, c'est-à-dire que vous pensez à un futur au-delà de votre vie, héritage, impact durable, etc. Ce qui peut être aussi une source de sens, mais aussi un détachement du quotidien. De toute façon, je ne serai plus là, mais par contre, quand je ne serai plus là, ils vont avoir ça, 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 il va y avoir tel héritage. Nous, dans le système timer, ce qu'on a fait avec Kevin, on a parlé des cercles. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir et je n'ai pas envie de vous donner d'indices, mais qui ressemble un petit peu à ce que Zimbardo a fait. Et justement, c'est très intéressant. Et donc, cette orientation temporelle, elle explique souvent pourquoi certaines méthodes de productivité ne fonctionnent pas pour vous. Il peut y avoir une méthode qui est très orientée futur, par exemple des objectifs trimestriels, des planifications à long terme, etc. Ce sera naturellement efficace pour quelqu'un avec une orientation future dominante et totalement inadapté pour quelqu'un avec une orientation présent hédoniste, par exemple. Okay, donc, ici, comment on s'adapte? Le système timer, il s'adapte comment à ça? Il s'adapte en fonction de comment, jusqu'où vous pouvez, par exemple, planifier ce qu'on appelle le long terme. Et donc, on va faire des étapes. On va mettre des choses en place pour qu'en fait, la planification long terme, elle y soit et vous y arrivez. Mais on va mettre des jalons au fur et à mesure. OK? Et ça, c'est de l'adaptation à votre réalité de vie, à votre tendance psychologique, à votre relation au temps, si vous voulez. Donc le problème, ce n'est pas la méthode, c'est l'inadéquation entre la méthode et votre rapport naturel au temps. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et c'est vraiment là-dessus quand vous êtes dans le système timer. Je défends contre vents et marées des systèmes rigides. Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Le dernier tips, traquer les semaines pour trouver les goulots d'étranglement. Une fois que vous commencez à comprendre en fait votre relation au temps, en termes de croyance, en termes d'orientation, il faut du coup descendre dans le concret et voir ce qui se passe. Il faut regarder ce qui se passe réellement dans vos journées. Et là, il y a une très mauvaise nouvelle. Votre mémoire est un très mauvais outil pour ça. La dernière fois, j'étais en coaching. Je me demande, j'ai pas eu le temps de faire ci, faire ça. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que tu as fait dans la semaine. Essaie de retracer tout ce que tu as fait dans la semaine. Il était incapable de le faire. Je sais plus, machin. Donc, on a mis en place justement un petit tracking de semaine pour voir exactement où est-ce qu'il perd du temps, où est-ce que sont ces goulots d'étranglement. Et en psychologie cognitive, on montre régulièrement que en fait, notre perception rétroactive du temps est massivement biaisée. Parce qu'on va surestimer le temps passé sur les activités qu'on va valoriser, le travail profond, les projets importants, etc. Et on va sous-estimer le temps passé sur les activités à faible valeur. Les mails, les réseaux, les conversations qui sont pas, voilà, dont on s'en fout et tout. Et donc, ça, c'est quand même important. On l'a vu aussi dans l'épisode Chronos et Kéros, ok. Je vous invite également à le regarder, enfin à l'écouter. Donc, la seule façon de voir clairement où passe son temps, c'est de le mesurer. Pas de l'estimer, mais de le mesurer. Je vais vous proposer simplement un petit protocole sur 15 jours. Très simple. Première semaine, vous faites de l'observation pure. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Vous observez toutes les heures, pendant la journée, le travail. Vous prenez 30 secondes pour noter ce que vous venez de faire. Pas ce que vous auriez dû faire, ce que vous avez réellement fait. Ok, je commence mes mails à 9h, j'ai fini mes mails à 9h30 par exemple. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une pause de 10 minutes. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un coup de fil de 10 minutes. Nanana. Vous notez tout. Vous pouvez utiliser un simple carnet, une feuille de papier, peu importe. Un outil comme Notion, peu importe. Mais vous notez tout. Alors, il y a des outils comme Clockify aussi, si vous préférez le numérique. L'outil, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la régularité, c'est l'honnêteté et c'est de le faire. Au bout d'une semaine, vous allez avoir quelque part une image réelle de comment vous passez votre temps. Mais vraiment, vous allez dire, ok, là, j'ai fait ma toilette. Ok. Alors, vous n'allez peut-être pas aller jusqu'à dire, je vais au WC, etc. Mais ok, là, c'était toute la partie de telle heure à telle heure, je me suis lavé. Là, j'ai pris ma douche. Là, j'ai commencé à regarder la télé, etc. etc. Là, j'ai mangé. La deuxième semaine, on va analyser les goulots. Un goulot d'étranglement, c'est le point du système qui limite le débit. Alors en production industrielle, par exemple, c'est la machine la plus lente qui va déterminer la vitesse de toute la chaîne. Donc dans votre organisation personnelle, c'est l'activité et le comportement ou la situation qui bloque le plus votre progression sur ce qui compte vraiment. Et donc avec vos données de la semaine d'observation, vous allez chercher à répondre à ces 3 questions.
Ou est-ce que je passe du temps sans décider consciemment? Et donc ça, c'est toutes les tâches que vous faites par réflexe. Ok. Par exemple, prendre mon téléphone, utiliser les réseaux sociaux pendant une demi-heure, etc. Ces moments, ils sont non décidés et ils sont souvent les premiers goulots. Deuxième question, quelles activités consomment du temps sans faire avancer mes projets importants? Très très important. Et là, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower, par exemple. Okay, et à quel moment de la journée est-ce que je suis le moins efficace? Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et donc là, vous allez voir, on parle de chronotype, d'énergie, etc. Cette phase d'analyse, elle n'est pas agréable forcément, mais ça permet de voir clairement où vous allez passer votre temps. Et c'est souvent un exercice, on va dire, d'humilité, mais c'est la seule façon de savoir précisément quoi changer, plutôt que changer le tout en espérant que quelque chose s'améliore. Et c'est pour ça que je parle aussi des 5 temps dans une journée, le temps perdu, le temps pour soi, le temps de travail, le temps obligatoire, le temps personnel, etc. etc. Et ça, c'est ce qui va vous amener à un changement qui dure. Il y a une raison pour laquelle, notamment, les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Pour la grande majorité, on va dire, des personnes qui le suivent, c'est pas que les régimes soient forcément mauvais en eux-mêmes, c'est qu'ils ne traitent pas les comportements alimentaires et les croyances qui ont conduit à la situation de départ, en fait. On change les aliments, mais on ne change pas la relation à la nourriture. C'est ça qui est important. Et bien, la gestion du temps, c'est exactement pareil. Vous pouvez changer d'application, de méthode, de système autant de fois que vous voulez. Si vous n'avez pas regardé en face votre relation au temps, vos drivers, vos orientations temporelles naturelles, l'écart dans la façon dont ce que vous pensez faire et ce que vous faites réellement, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le changement durable commence par la connaissance de vous-même, pas la connaissance abstraite des meilleures méthodes de productivité. La connaissance de vous, comment vous êtes, vos croyances, vos habitudes, etc. etc. Et c'est ce travail-là qui va vraiment changer les choses. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. J'espère que ça va vous aider. Et je parie que ça va vous aider. Et je parie que vous allez découvrir que ça va être beaucoup plus clair une fois que vous l'aurez fait. Beaucoup plus adapté, beaucoup plus durable dans les changements que vous allez faire. Et pour vous accompagner dans ces changements, il y a notre fameuse formation, accompagnement, comme on l'appelle, comme on veut. Le système timer, c'est vraiment ce qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne. Je vous l'ai dit, à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. Et je suis sensible à ça parce que moi, je suis préparateur mental à la base. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Et c'est important de prendre conscience de votre relation au temps, de voir comment y faire face pour derrière, enfin, y retrouver de la sérénité et du temps avec vos proches et du temps pour vous aussi. Et également, cette formation, je peux la donner en présentiel sur Annecy ou partout en France d'ailleurs, avec mon organisme de formation Eucalyptus. Et c'est 100% finançable par les OPCO. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à mettre 5 étoiles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.